On ne choisit pas sur le moment de fuir ou de combattre. On aime croire qu'on protégerait, qu'on combattrait, mais c'est pas nécessairement ce qui va se produire sur le moment. C'est pas une question non plus de personnalité ou de tempérament ou de priorité. On ne choisit pas cette réaction-là. C'est une impulsion physiologique puissante qui s'empare de nous puis qui va tout simplement répondre à sa mission primaire qui est de survivre. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Isabelle Soucy, psychologue clinicienne, femme, formatrice, hypnothérapeute, formée à de nombreuses approches thérapeutiques, familière des troubles comportementaux, des troubles du comportement alimentaire, autrice, professeure de yoga, mère, conférencière, passionnée par le système nerveux, les comportements humains et par l'activité physique, mais également spécialiste du stress. Bonjour Isabelle et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, merci. Merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur et je suis bien heureuse. J'ai très hâte. Je suis très curieuse, moi aussi. Tu es donc à l'endroit où la curiosité est la bienvenue. Merci d'être là. J'aimerais également présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. Donc, nous allons beaucoup échanger aujourd'hui autour du sujet du stress, un sujet peu sexy, mais tellement essentiel aujourd'hui. Donc, on va passer du temps dessus et on va bien entendu en parler de façon la plus détendue possible pour mieux connaître ce compagnon de vie qui, lorsqu'il est activé, ne peut pas vraiment être rencontré tant il prend toute la place, ce qui empêche de prendre le recul nécessaire. Et nous allons en parler en deux temps. Dans un premier temps, nous allons échanger autour du stress en général, puis dans une deuxième partie, nous allons parler du stress lié à la parentalité. Voilà le programme et la fin de mon introduction. J'en arrive à ma première question pour toi, Isabelle. Si tu poses ton attention sur ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle dit là tout de suite ? Présentement, je me sens légèrement fébrile, que j'interprète comme de l'excitation, ça vient aiguiser mon focus, je dirais. Je crois que ça vient mobiliser l'ensemble de mes structures du cerveau impliquées dans l'attention, les fonctions exécutives, la réflexion, l'analyse. Donc, je le perçois positivement. Une joie, un bien-être, un enthousiasme à être ici aujourd'hui en ce moment. Ok, j'ajoute une question qui est de circonstance. Au niveau du stress, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour qu'il y en ait encore moins que maintenant, ou est-ce que ça va ? Je prends de bonnes respirations abdominales en même temps pendant que je t'entends parler et expliquer l'entrée en matière de façon poétique, très intéressante comme façon de l'aborder. Donc, pendant que tu parles, je respire profondément. Mais je me dis aussi que c'est un stress positif, productif, qui me permet d'être dans une zone optimale de fonctionnement cérébral. Donc, ça m'aide à ne pas laisser trop de place à ce stress. Super. Eh ben écoute, je suis ravi déjà, justement, il y a beaucoup d'indices qui sont laissés par toi, Isabelle, dans ces premiers mots que tu m'adresses, puisqu'on va pouvoir voir qu'il y a des techniques, forcément, pour que le stress diminue, pour pouvoir prendre conscience de ce stress aussi, je pense. Et puis, il y a le fait de considérer le stress comme quelque chose d'utile. Donc, on va y venir aussi au cours de cet échange. Et qu'est-ce que ça veut dire être stressé et quelle utilité ça peut avoir, puisque les choses sont généralement assez pertinentes quand on prend le temps de discuter avec elles. Et puis, je voudrais savoir comment t'en es venu à t'intéresser au sujet du stress. Est-ce que tu veux bien nous le partager? Et même, j'avais envie de te demander, est-ce que c'est parce que tu t'intéressais au stress que tu es aujourd'hui psychologue clinicienne, ou est-ce que c'est parce que tu es psychologue clinicienne que tu t'intéresses au stress? Ce qui a un sens ou pas? Très bonne question. Je réfléchis en même temps parce que le lien, je dirais, le cheminement est pas extrêmement clair. Je dirais que de l'entrée en matière, la psychologie, j'ai toujours eu une fascination pour l'humain, l'explication qu'on peut donner à certains comportements, à certaines réactions. Donc, sans que ce soit spécifiquement le stress, je dirais l'ensemble
l'ensemble du fonctionnement humain m'intéressait beaucoup, ce qui m'a poussée à aller faire un doctorat en psychologie. En fait, c'était plutôt un intérêt pour le traitement de la dépression, donc découlant d'une propre expérience personnelle. Et j'avais ce souhait-là de mieux comprendre comment l'activité physique pouvait aider à la fois à la prévention et au traitement de la dépression. Donc, ce n'était pas nécessairement le stress qui était en avant-plan à ce moment-là. Par contre, au fil de mon parcours académique, j'ai eu la chance de travailler avec une clientèle très spécifique, de faire des stages et mon internat auprès des anciens combattants canadiens, donc qui souffraient de troubles opérationnels, que ce soit de stress post-traumatique, de troubles, disons, plus chroniques. Et ce qu'on observait d'autant plus, c'est une suractivation du système nerveux, même après avoir fait plusieurs années de traitement, de thérapie. Donc, je me suis intéressée un petit peu plus au stress dans cette optique-là, de comprendre comment fonctionne le système nerveux, qu'est-ce qu'on fait avec un système nerveux suractivé de façon chronique et est-ce qu'on peut l'aider à fonctionner de façon un petit peu plus apaisée au quotidien. Au travers de tout ça, dans cette même période, je faisais beaucoup de yoga et je m'intéressais beaucoup au yoga. Je suis allée suivre une formation professorale en enseignement du yoga et ça m'a ouvert, je dirais, au monde des techniques d'auto-apaisement, la respiration, la pleine conscience et je suis ressortie de cette formation-là avec la mission personnelle d'unir les forces du yoga et de la psychothérapie, notamment, entre autres, auprès de cette clientèle-là qui souffre d'anxiété chronique ou de système nerveux suractivé, peu importe sa source, et de rendre accessibles des techniques simples, facilement implantables dans nos modes de vie surchargés. Hein? Je suis pas la seule à constater qu'en 2024, la vie va vite, donc ça prend des techniques qui sont quand même assez simples, courtes, implantables facilement dans notre quotidien, parce qu'on va miser beaucoup plus sur la fréquence généralement, plus souvent qu'on peut utiliser ces techniques-là, ben, il y a un effet cumulatif qui fait qu'au long cours, on peut un peu rééduquer notre système nerveux à fonctionner différemment. Donc, c'est ce qui a ouvert la porte, je dirais, vers mon intérêt pour le stress et toutes les techniques autant cognitivo-comportementales que la pleine conscience, que les techniques vraiment plus de relaxation, auto-apaisement, les techniques plus psychocorporelles, je dirais, pour apaiser notre système nerveux. Merci beaucoup pour cette réponse. Je me dis donc du coup, si ça se trouve, dans ce que tu me dis, j'essaie de reformuler pour voir si le système nerveux, la compréhension du système nerveux et des comportements, c'est le centre de ton intérêt en fait finalement, et puis derrière il y a des branches comme le stress qui se sont ouvertes, c'est ça? On pourrait dire certainement, tout à fait. Ok, super. Et donc là tu parlais aussi d'un système nerveux trop... c'est quoi le mot que tu avais utilisé, pardon? J'allais dire trop stimulé, mais c'est suractivé, ouais. Le mot suractivé, il paraît important. Et d'autant plus que sur cette chaîne, on s'adresse à des personnes qui, pour certaines d'entre elles, suractivent leur mental. Et est-ce qu'il y a pour toi un lien entre la suractivation du système nerveux et la suractivation du mental? Comment ça discute? Est-ce que quand ça s'ajoute, ça fait des effets cocktails ou pas du tout? J'avais pas prévu de poser cette question, mais elle me vient. Une bonne question. Je le vois un peu comme un cercle vicieux en quelque sorte, au sens où si notre système nerveux est suractivé, on ressent typiquement plusieurs indicateurs physiologiques de cette suractivation-là, hein, les fameux symptômes d'anxiété, de stress, la réponse de stress qu'on va ressentir, que ce soit des tremblements, la fébrilité nerveuse, la palpitation cardiaque, le souffle plus court, on a chaud peut-être un petit peu plus. Donc, ces symptômes-là peuvent générer du contenu mental, donc des pensées, des peurs par rapport à ces symptômes-là, ou tout simplement l'interprétation de « Ah, mon Dieu, je me sens stressée », et là, il y a peut-être une histoire qui se bâtit autour de tout ça, pourquoi je suis stressée, ou « Ah, il y a telle chose qui s'en vient ». Bon, fait que les symptômes eux-mêmes, ce qui se manifeste au niveau du corps peut effectivement provoquer des pensées qui sont de type anxiogène. Ça fait que ça va plus vite. Et l'inverse est vrai aussi, hein, quand on sent que ça va plus vite, il y a des choses qui nous préoccupent naturellement, mais ça va
stimuler ou maintenir la suractivation du système nerveux. Ça tend à s'alimenter un et l'autre, je dirais, dans une boucle un peu qui est plus difficile à interrompre, à moins de vraiment en faire une intention consciente. Merci pour ça. Il y a une question que je me posais aussi parce que on parle souvent du cortisol médiatiquement très rapidement comme étant l'hormone du stress, mais je pense que les choses sont toujours plus complexes que ce qu'on annonce de façon simplifiée. À quoi ça sert le cortisol? C'est une hormone nécessaire en fait au fonctionnement, à la survie. On se réveille le matin, notre taux de cortisol est plus élevé. Ça nous aide à nous mobiliser vers l'éveil, vers l'action. Il y a d'autres hormones de stress aussi, comme l'adrénaline, noradrénaline, qui vont être sécrétées par notre corps dans le besoin. Donc, ce sont des hormones qui vont faire en sorte qu'on se sent mobilisé suffisamment pour la tâche qui est devant nous, que ce soit une menace à affronter, un problème à résoudre, que ce soit peu importe la tâche. Donc, on a besoin d'un certain niveau de ces hormones-là pour se sentir justement d'attaque, là, mobilisé. Cela dit, on souhaite qu'il y ait des moments où, oui, ces hormones-là sont sécrétées, mais qu'il y ait aussi des moments d'apaisement au travers. Donc, ce ne soit pas constamment une sécrétion chronique qui surcharge l'organisme en quelque sorte, qui épuise les glandes surrénales au long cours. Et là, ça vient avec tout plein de problèmes à la longue. Donc, on souhaite avoir un équilibre, une certaine harmonie entre les périodes d'activation et les périodes d'apaisement pour s'assurer que le corps, notre organisme, puisse maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, un état relatif d'équilibre qui optimise le fonctionnement de l'ensemble des structures de notre corps, les organes comme notre système nerveux, comme peu importe, toutes les fonctions en fait de notre corps cherchent à maintenir un certain équilibre, une certaine homéostasie. Donc, ça prend les deux, les hauts et les bas. Ouais, j'entends. Donc, il y a surtout, petit à petit, moi j'ai l'impression, alors c'est vraiment à ma petite échelle, je me dis, est-ce que on n'est pas grand-chose sans ces hormones-là qui nous traversent et qui se déclenchent à des moments précis? On resterait au lit s'il n'y avait pas de cortisol ou ce serait pas à ce point-là on aurait plus de mal encore parce que à des moments c'est difficile quand même. J'ai l'impression que d'une certaine façon, pour le plaisir de la pensée, je dirais, est-ce qu'on peut faire l'hypothèse qu'on est là pour que les hormones puissent circuler d'une certaine façon? C'est une bonne image, c'est intéressant. Ça, c'est plus complexe que ça selon moi, mais je ne suis pas non plus spécialiste en endocrinienne, en hormones et neurotransmetteurs, donc ce serait des questions à poser à des spécialistes qui s'intéressent à cette question. Mais effectivement que on est influencé par ces fluctuations hormonales-là. On a des cycles qui font en sorte qu'à différents moments de notre vie, de la journée, de la semaine, du mois, les hormones vont être différentes. Donc, ça fait partie, je dirais, de l'art de vivre que d'apprendre à naviguer au travers de ces fluctuations-là, d'être à l'écoute de soi, de comprendre que c'est tout à fait correct d'avoir des besoins différents d'une journée à l'autre parce qu'il y a effectivement tout un univers qui se passe au niveau de notre corps duquel on n'est pas nécessairement conscient, mais qui va nous affecter au niveau de la vitalité, de notre état psychologique également. Je me demandais, est-ce que entre les pics, justement, en fait, je te dis comment je le comprends, mais vraiment, j'insiste, je suis pas connaisseur du sujet, enfin, à part en tant que spécimen qui ressent le stress. Mais du coup, je me disais, est-ce que justement, le stress, c'est quelque chose qui va mobiliser nos ressources de manière à ce qu'on agisse pour retourner vers l'homéostasie, qui est plutôt la tranquillité, et ainsi de suite. Donc en fait, en gros, c'est notre système de réaction à l'environnement pour retrouver l'homéostasie. Et donc le but serait l'homéostasie et pas l'action à proprement parler. Intéressant. J'apporterais l'image de la courbe en U inversée. En fait, j'ai deux pistes où je veux aller. Là, avant peut-être d'aller dans la courbe en U inversée, je me dis,
si on ne faisait que dormir, donc on serait uniquement dans l'activation de notre système nerveux parasympathique, responsable du repos, de la récupération, ça ferait pas une vie nécessairement très riche. Puis à un certain point, on a beau vouloir continuer à dormir, mais il y a un certain moment où on sent que c'est assez, on a assez pour avoir nos réserves suffisantes pour la journée. Très peu de gens atteignent ce stade-là, là, je dois le dire. Mais ensuite, on a la journée, on a la période d'éveil. Je dirais même la respiration est un bon exemple de cette quête automatique-là de l'homéostasie. Donc, l'inspiration est associée au système nerveux sympathique. Sympathique étant responsable de justement la mobilisation dans l'action, qui éveille l'organisme en quelque sorte là, pour être suffisamment stimulé pour fonctionner au quotidien. L'expiration est associée au parasympathique. Donc, on a aussi dans notre respiration un mouvement cyclique qui assure l'homéostasie. Si on ne faisait que inspirer, on peut faire l'expérience pendant qu'on en parle. Si on ne fait qu'inspirer, éventuellement, il y a un certain malaise qu'on va ressentir qui découle de ventilation. L'hyperventilation, merci beaucoup. Même chose, si on ne fait qu'expirer, expirer, on va ressentir les malaises qui découlent d'une désaturation de l'oxygène dans le sang. Donc, ça prend l'équilibre entre les deux. Donc, dans la vie en général, dans même, je pense, le monde naturel en général, on voit ces ballons-là qui, la moyenne des écarts finit par tendre vers un certain centre équilibré pour que tout fonctionne. Cela dit, je reviens à ma courbe, reviens à la courbe en U inversée du stress et de la performance. Si on n'a aucune activation de notre système nerveux, aucune hormone de stress, à quel degré est-ce qu'on peut être performant? Probablement qu'on est endormi, en fait. Donc, au niveau de la performance, au niveau de notre productivité, ce qu'on peut contribuer à l'humanité est très, très limité. Ça prend cette activation-là du système nerveux suffisant. Donc, on monte la courbe et plus qu'on sent cette activation-là de notre organisme, de notre système nerveux sympathique, plus on se sent, justement, quand je mentionnais au tout début, l'esprit devient aiguisé, on a plus accès à une vitalité intérieure qui nous propulse vers l'avant. Donc, on sent qu'on est dans un stress productif. Sauf que si on surcharge l'organisme de stress, on peut en venir à dépasser cette zone optimale en haut où on parle d'une zone optimale de fonctionnement, une zone optimale de performance et ça tend à découler vers des effets négatifs. Donc, on descend la courbe en U de l'autre côté et là, on parle de stress plus négatif, de détresse au lieu de stress, qui est un terme utilisé pour parler de stress positif. Et donc, on devient, à ce moment-là, si on est surchargé, là, tout d'un coup, il y a toutes sortes de modifications qui se produisent au niveau du cerveau, parce qu'on a moins accès, en fait, à notre cortex préfrontal, notre néocortex qui nous aide à réfléchir, à analyser, à créer, à penser de façon claire. Donc, on tend à être plutôt dans un malaise de par la surcharge de stress, finalement, qui nous afflige. Ok, merci. Donc ça s'adresse en fait au système 1, cette histoire. C'est plus ancien que le néocortex, ce système-là, qui est lié au stress. Et du coup, ça vient à une question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que le stress, il est présent à partir du moment où on est vivant? Est-ce que c'est vrai pour les végétaux? Est-ce que c'est vrai pour les animaux? Et comment tu nous éclairerais ça? Je ne suis pas psychologue des végétaux, donc je ne peux pas répondre à ce volet-là, mais ce qu'on sait, en fait, c'est qu'au niveau de l'évolution de l'espèce humaine, il y a eu, en fait, j'aime bien la théorie des 3 cerveaux, donc on a évolué des couches de cerveau à différents moments. Donc, les premiers êtres vivants sur la planète étaient une forme de reptile donc on a le cerveau qu'on appelle plus reptilien. C'est un cerveau archaïque composé du tronc cérébral et du cervelet qui est responsable des fonctions automatiques. Donc, on n'a pas besoin de penser à respirer, on n'a pas besoin de penser à notre digestion. On va être responsable aussi des réflexes, le fameux exemple de si on met
une main sur un rond de poêle chaud, une cuisinière chaude. On la retire avant même d'avoir traité l'information, avant même parfois de ressentir la chaleur sur la main. Donc, c'est un réflexe automatique qui se produit grâce à ce cerveau reptilien-là ou le cerveau archaïque. Ensuite, les prochains êtres à être apparus étaient les mammifères, les animaux. Donc, eux ont développé ou sont venus aussi avec un cerveau émotionnel. Donc, par-dessus le tronc cérébral, on a la zone composée du système limbique, donc les amygdales cérébrales et donc le siège des émotions très fortes. Donc, la peur, par exemple, l'agressivité, le stress, l'anxiété aussi tend à la réponse de stress là, tend à découler, entre autres, lorsque cette région-là, elle est activée. Donc, les animaux, effectivement, sembleraient vivre des émotions et peuvent ressentir également du stress, vont répondre aussi au stress. Et les humains, les primates, en fait, ont évolué le néocortex, donc qui est la couche supérieure, notre troisième cerveau, le plus évolué au sens de que ça nous permet, en fait, toutes les fonctions exécutives. Donc, réflexion, planification, organisation, création, imagination, à la limite, d'être capable de donner du sens à ce qu'on vit. Donc, ces trois cerveaux-là, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que lorsqu'on est confronté à une menace, vont être activés à quelques millisecondes d'intervalle et le néocortex est le dernier à pouvoir traiter l'information. Donc, la priorité de notre cerveau reptilien et même émotionnel, c'est d'assurer la survie de notre survie, la survie de l'espèce. Et donc, si ces cerveaux-là sont allumés, inflammés, de façon très importante, ça vient inhiber l'accès à notre cortex préfrontal parce que la priorité, ce n'est pas de se pencher sur une réflexion analytique de la situation. C'est de simplement fuir, combattre la menace ou figer, faire comme si on n'est pas là pour pas attirer l'attention. Donc, on est dans des réactions très primitives. Et ça prend un petit délai aussi qui fait que c'est un petit peu plus long. Il faut attendre aussi que la poussière retombe avant de pouvoir vraiment se pencher sur une réflexion de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une réelle menace? Est-ce que ma réaction, elle était appropriée, exagérée? Ça explique pourquoi plusieurs personnes vont souvent nous dire « Ah, mais j'ai réagi de telle façon, puis je me comprends pas dans ma réaction, je me reconnais pas dans ma réaction. » Ben, c'est tout simplement, généralement, des fonctions plus primitives qui ont pris le dessus et c'était en fait une réaction du cerveau pour assurer l'intégrité physique ou même psychologique de la personne. Ça me fait penser, alors j'avais pas du tout... c'est passionnant, il y a plein de choses qui me passent par la tête et tout, je vais oublier la moitié des trucs qui me pop, mais parce que j'écoute ça et ça m'a fait penser, ce que tu viens de dire, à un film dont je ne saurais pas retrouver le nom, qui est, je crois bien, suédois ou norvégien. En fait, le pitch du film, c'est simplement une famille parfaite, ils sont blonds, ils sont beaux, ils s'aiment, c'est merveilleux, et ils sont partis faire du ski. Et en fait, il y a une avalanche qui a lieu alors que eux, ils sont à la terrasse d'un refuge en haute montagne, quoi, enfin d'un bar, etc. Donc il y a l'avalanche qui d'abord est prise pour quelque chose de pas dangereux, puis elle se rapproche, elle se rapproche, elle se rapproche. Et là, en fait, il y a d'un côté le père qui s'en va, qui laisse sa famille, et de l'autre côté, la mère qui protège ses enfants. Et ensuite, tout le film, parce que ça se passe assez rapidement, c'est le père qui ne veut pas admettre qu'il a fait ça. Et c'est toute la rupture entre les deux personnages principaux, la rupture qui a lieu à ce moment-là où le père ne peut pas admettre avoir fait ça, et où sa femme lui dit je t'ai vu faire ça, et je peux pas passer à autre chose tant que tu ne l'as pas reconnu. Et c'est passionnant, et en même temps c'est pas très... Enfin c'est un film qui est pas hyper feel good, mais c'était vraiment intéressant comme sujet, je trouvais. Et là, typiquement, il a son cerveau reptilien qui a pris le dessus et il a choisi de fuir. Choisi est un mot que je ne choisirais pas dans les circonstances, au sens où plus on comprend un peu le fonctionnement du cerveau, en fait, ce n'est plus un choix rendu là, c'est une impulsion
qui prend le dessus. Et on ne choisit pas sur le moment de fuir ou de combattre. On aime croire qu'on protégerait, qu'on combattrait, mais c'est pas nécessairement ce qui va se produire sur le moment. C'est pas une question non plus de personnalité ou de tempérament ou de priorité. C'est vraiment encore là quelque chose de très instinctif qui va dominer le moment et l'expérience. Je comprends tout à fait. Là, je peux juste m'imaginer ce qui se passe dans la tête de la mère des enfants. Plus après ça, la complexité émotionnelle que la famille se retrouve à vivre. Je peux comprendre aussi, je veux dire, j'en rencontre des personnes qui effectivement se culpabilisent pour des réactions qu'ils ont eues, qui auraient donc souhaité agir différemment, mais dans un contexte de survie, de menace à l'intégrité physique et psychologique, on va avoir des réactions qu'on ne comprend pas nécessairement. Et après ça, il y a le jugement. Un coup que la poussière est retombée, ben là, le néocortex revient allumé. On a accès à cette réflexion logique-là. Et là, on a souvent une analyse a posteriori, donc après coup, une fois qu'on connaît le déroulement de l'histoire, on se dit, mais il aurait dû réagir de telle façon, on aurait aimé qu'il réagisse de telle façon. Et là, les gens tendent à justement souffrir de culpabilité, de honte par rapport à ces réactions-là. Donc, c'est important de comprendre que on ne choisit pas cette réaction-là. C'est une impulsion physiologique puissante qui s'empare de nous, puis qui va tout simplement répondre à sa mission primaire qui est de survivre. Ouais, je te remercie beaucoup pour cette réponse et je suis trop content de t'avoir fait la passe en te disant il a choisi complètement maladroitement. C'est trop chouette. Je suis content que ça puisse faire partie de notre échange, cette précision. On ne choisit pas dans ces moments-là décisifs où en fait on va être piloté par notre système de survie. En fait, on choisit pas vraiment les actions qui vont avoir lieu et on peut défendre avec notre néocortex plein de valeurs qui nous sont chères. Et finalement, être complètement à côté de la plaque dans l'action qui va sortir par rapport à ce qu'on avait essayé de programmer, en fait, d'une certaine façon. Mais on fait pas le poids par rapport à d'où ça vient, tout ça. C'est ça, on peut s'intéresser, je m'intéresse beaucoup à plus la vision évolutionniste de ces fonctions de survie-là. Et après, effectivement, c'est intéressant de se questionner sur notre propre histoire de vie parce que nos propres expériences de vie depuis l'enfance vont aussi façonner qu'est-ce que nous, on perçoit comme une menace qui l'est pour nous, mais qui ne l'est peut-être pas autant pour une autre personne. Et là, on s'intéresse vraiment à un système de croyances fondamentales, de comment on en vient à percevoir notre propre personne, notre propre valeur personnelle, comme les autres, comme la vie en général, comment on en vient à donner un sens à tous ces composantes-là. Ça va aussi venir teinter nos réactions, tout simplement parce que d'une personne à l'autre, l'activation du système nerveux va avoir un degré différent en fonction de notre histoire de vie. Ouais, merci. Je suis trop content qu'on en ait abordé ça. Je suis là, il faut que je revienne un peu sur mon fil. En fait, parce que je me suis rendu compte de ça, j'aime beaucoup Henri Laborie, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un scientifique qui est plutôt biologiste français des années 60-70. Et donc j'écoutais une interview avec un vieux son, tu sais, avec un vieux son suranné et tout, mais ce qu'il dit et sa personnalité elle est vraiment flamboyante, et donc c'est quelqu'un qui me parle beaucoup dans son positionnement, dans la façon dont il a vécu sa vie et tout. Je trouve très inspirant puisque il n'était pas dans une ornière avec une seule discipline, il faisait du transdisciplinaire d'une certaine façon avant qu'aujourd'hui ça devienne un petit peu plus souhaitable d'une certaine façon. Et puis de plus en plus, j'ai l'impression que sortir des ornières, ça donne du liant et ça fait que la somme de tout ce qu'on a découvert dans chaque ornière devient autre chose quand les ornières ne sont plus dessinées. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, bref, je passe. C'est donc un mot dont j'ai découvert le stress par la bouche d'Henri Laborie, qu'il était assez récent finalement. C'est-à-dire que je l'ai entendu, c'était une interview à environ des années 70, je crois, et il dit « ce nouveau mot à la mode, le stress », comme ça. Et il dit un truc comme ça. Et est-ce que ça veut dire qu'avant cela, le stress n'existait pas?
Comme bien des choses, puis en fait, je te lancerai la question. Toi, est-ce que tu penses que le stress n'existait pas Non, moi avant qu'on mette un thème? je pense que en fait, on change les choses quand on en a conscience, qu'on change notre rapport à ce dont on a conscience. Et d'ailleurs, c'est pas toujours dans le sens le plus souhaitable, puisqu'on sait que les personnes qui vont avoir des diagnostics sérieux de maladies graves vont avoir une poussée de cette maladie qui va être concomitante à l'annonce, en fait, puisqu'il y a de la conscientisation, où on sait que, par exemple, les femmes qui font un déni de grossesse, bah, sitôt qu'elles sont au courant, derrière, il faut quelques jours pour qu'elles aient une taille de ventre à peu près normale par rapport au déroulé de la grossesse en question. Donc en fait, la conscience, avoir conscience de quelque chose, ça change le rapport qu'on a à cette chose-là. Donc ce que je me demandais, c'est, vu que c'était peut-être pas conscientisé, ou peut-être qu'il y avait un autre mot pour le dire, tout simplement, que c'est juste un effet de mode du mot stress qui a remplacé un synonyme plus obsolète. C'est pas la même chose du coup pour moi, et je sais pas s'il y avait un mot qui voulait dire ça avant, ou si ce concept-là est apparu, a été vu avec l'apparition de ce mot-là. Ça, je sais pas. Mhm. Est-ce que tu sais, toi? Je trouve ça très intéressant ce que tu apportes. Je trouve qu'effectivement, c'est ce qu'on observe en général aussi. Et je suis d'avis que ce n'est pas dans les années 60 que le stress est apparu chez l'humain, hein, comme on mentionnait. Donc, c'est depuis les reptiles, c'est depuis le besoin de survie de chaque organisme et être vivant. Donc, c'est un phénomène qui existait. Est-ce que on lui donnait un autre nom avant? Fort probablement. Est-ce que on le banalisait? On faisait comme si ça existait pas? Peut-être aussi. Hein? On voit que nous, dans notre en Amérique du Nord, on utilise le DSM, qui est un peu notre Bible diagnostique. Il y a aussi la classification internationale des maladies, plus en Europe, qui se renouvelle d'année en année pratiquement avec des nouveaux termes, des nouveaux titres, des nouveaux diagnostics. Est-ce que ça veut dire que on réalise que c'est nouveau? Non, rarement. Habituellement, en fait, c'est avec l'évolution de la compréhension de l'être humain, on observe différentes choses et ça permet de mettre en lumière l'existence de problématiques qui font souffrir l'être humain probablement depuis des lunes. Je trouve intéressant aussi la notion de si on utilise un terme, est-ce que on ne met pas un peu, ça a un effet un peu lumière sur le syndrome et là, on en vient à exacerber ou donner une importance plus grande à ce qui est là. C'est un débat qui existe effectivement. C'est quelque chose qu'on se questionne aussi. J'entendais une entrevue récemment avec Sonia Lupien, qui est une chercheure très très connue de façon internationale là, sur le stress, qui est québécoise, et elle expliquait que ça fait en sorte, en fait, là, je m'excuse si je paraphrase mal là, ce qu'elle a dit. J'ai immensément d'admiration pour elle, donc je vais tenter de rendre justice à ses propos. Elle mentionnait en fait que chez les générations plus jeunes, de par l'importance qu'on donne, du moins en Amérique du Nord, mais je crois mondialement, à la santé mentale, à l'anxiété, de plus en plus de jeunes en viennent à interpréter un stress fonctionnel ou un stress qui ne se veut pas nécessairement pathologique comme étant de l'anxiété, comme étant pathologique, comme étant problématique. Donc, comme je nommais au tout début, hein, la fébrilité que je ressentais, j'aurais très bien pu l'interpréter comme étant problématique, pathologique. Je devrais pas me sentir comme ça. Avec la quantité d'entrevues que j'ai données, je suis censée être expérimentée, je suis censée... toute cette couche de jugement-là, d'analyse-là, de critique de mes symptômes physiologiques en leur donnant une teneur négative va venir accentuer ma propre détresse et je ne vivrai pas de façon aussi positive l'expérience. Donc, il y a l'interprétation de nos symptômes aussi qui va être important. Et effectivement, si on se dit qu'on ne devrait jamais être stressé et qu'on arrive à un examen, qu'on arrive à une entrevue, qu'on arrive à peu importe la situation, on ressent ces symptômes de cette réaction physiologique de stress-là. Si on l'interprète négativement, mais ça va teinter négativement notre expérience et on va avoir tendance à se poser des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je devrais consulter?
Et donc, oui, effectivement, on le voit aussi notamment avec, bon, je suis pas spécialiste de l'hypersensibilité, mais je trouve que depuis quelques années, on en entend beaucoup plus parler. Est-ce qu'avant, il n'y avait pas de personnes hypersensibles? Aucunement. Je crois qu'il y avait, en fait, dans tout, hein, on a une courbe, une distribution normale, la fameuse courbe en cloche qui fait qu'on a une distribution assez variée sur un continuum de personnes qui sont à un extrême. Très peu de personnes sont dans les extrêmes, la majorité se situe à peu près au milieu. Donc, même chose avec ces phénomènes-là, même si il n'avait pas d'étiquette ou de mots peut-être d'apposer, ce sont des phénomènes qui existaient, selon moi, depuis l'arrivée de l'humanité, je dirais. Ouais, merci pour ces apports, c'est hyper riche. En fait, comme j'ai pu te l'évoquer, parce que c'est vrai qu'on se connaît très peu, hein. Il y a moins d'une heure, on se connaissait pas du tout. On s'était juste échangé 2 mails, mais c'est un plaisir de te rencontrer. Et je t'avais précisé que la chaîne, elle est principalement axée autour des sujets justement un peu du moment, avec les étiquettes d'HPI, hypersensible, le TSA, mais également on a travaillé différentes étiquettes en fait qui servent à se rencontrer, à comprendre un peu mieux comment on fonctionne et comment on se positionne par rapport à d'autres fonctionnements possibles, mais de manière à ce que ces étiquettes ne soient pas des carcans, mais plutôt des sas qui vont ailleurs. Et donc, tu m'avais posé la question, ça veut dire quoi SAS? Ça veut juste dire ça, je l'ai mis en majuscule sur mon mail. C'est juste considérer que c'est des sas vers un accès à plus de connaissances de soi, mais après, une fois qu'on a compris ce que ça pouvait nous apporter au niveau personnel et de compréhension de nous-mêmes, c'est pas rester dans cet endroit où on serait tous sur le même moule, en train de comprendre la même chose et en train d'être en colère pour les mêmes raisons, de manière à ne pas vivre une uniformisation trop grande. Voilà pourquoi on n'est pas toujours en train de parler de ça et que là, aujourd'hui, on parle du stress, ce qui concerne absolument tout le monde, mais qui peut concerner les personnes qu'on vient de nommer de façon peut-être des fois un peu différente. Par exemple, tout à l'heure, quand tu évoquais le néocortex, j'ai l'impression qu'un HPI, son rêve, ce serait de vivre dans son néocortex tout le temps. Et que le cerveau reptilien soit vraiment quelque chose de pas très, je sais pas comment dire, de pas très vivant, parce que c'est pas à la hauteur en fait de la sophistication qu'il veut donner au monde et du sens qu'il veut donner au monde et de l'éclairage qu'il veut lui donner, tu vois, un truc comme ça. Oui, non, effectivement, encore. On souhaite que notre cerveau fonctionne parfois d'une certaine façon, mais il y a autre chose qui se passe, hein, on revient à ce qu'on nommait plus tôt. Donc, il y a autre chose qui trame en dessous de tout ça. Les étiquettes, les diagnostics, il faut se rappeler que ça aide, ça a du positif au sens où ça aide à parfois ouvrir vers des voies de traitement, de soutien, que ce soit médicamenteux ou soutien psychosocial. Donc, c'est nécessaire c'est facilitant, je dirais, d'avoir ces étiquettes-là, ces diagnostics-là. Cela dit, effectivement, que ça a le risque aussi de créer une identification à ces diagnostics-là et on perd toutes les nuances parce que 2 personnes avec un même diagnostic n'auront pas nécessairement le même profil non plus. Et si on s'identifie trop également à ces diagnostics-là, est-ce qu'on perd pas de vue la complexité de l'être humain dans son ensemble, hein, avec ses forces également? Et donc, il y a des avantages et des inconvénients à se rattacher à ces diagnostics. Mais c'est capital, oui, de garder en tête que si on s'identifie à une case, en fait, on devient carré et c'est pas forcément notre souhait dans la vie. On aimerait être peut-être plus grand que les carrés auxquels on peut s'identifier par moment pour mieux se comprendre de façon temporaire, juste pour faire un petit stage, une petite entrevue avec la case en question, mais la case, elle va rester la case et nous, on va rester nous. De la même manière, justement, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont utilisées. Donc HPI, hypersensible, c'est des choses qu'on entend souvent, c'est trop utilisé et tout. Mais non, mais c'est juste, en fait, on vient de mettre le focus dessus. Et donc, on a un tournevis dans la main et on essaye de le faire rentrer dans tout ce qui ressemble à une vis et puis on essaie de voir si ça marche. La même chose avec le burn-out, la même chose avec et c'est pas un mal, c'est juste une période un peu faste
où ce mot-là s'installe dans les fonctionnements et de manière à ce que ce soit un tournevis, mais dans une boîte à outils où il n'y a pas que ça, quoi. Et qu'on puisse, plus on a d'outils à disposition, plus on est en mesure de s'adresser vraiment à la partie de la personne qu'on est en train de regarder, la partie du fonctionnement qui est le sien, en tout cas. Oui. Quoique, oui, également, pour certaines personnes, de se reconnaître dans ces termes-là, ces titres-là, peut faciliter un processus d'autocompassion également. Ça l'aide à comprendre, OK, maintenant je comprends toutes mes réactions antérieures. Donc, ça peut être bien pour ça aussi et de lire sur le sujet, de s'entourer de gens qui se reconnaissent aussi avec ces étiquettes-là ça peut aider à mieux composer finalement, à mieux se comprendre justement, se traiter avec indulgence, douceur et compréhension et s'aider dans le processus de croissance, d'évolution, mais sans tout le temps être en train de se taper sur la tête et d'être capable de voir que, OK, bon, il y a quelque chose qui explique ce que, j'aime pas dire ce que je suis, parce qu'encore là, on est dans l'identification, mais qui explique un peu ce que, peut-être certaines réactions que je peux avoir et ça l'aide ça peut aider à avancer. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, donc oui. J'en suis la preuve vivante d'une certaine façon. Je vais revenir sur ma petite marotte de Henri Laborie parce que il a dit une phrase qui du coup date, j'imagine, il y a plein de choses qui se sont passées entre-temps et je ne les connais pas, mais c'est un bon point de départ. Il disait que un système nerveux, c'est fait pour agir. Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui sonne comme étant aussi impactant que lorsqu'il l'a dit? J'aime certainement, si on simplifie, j'aime d'autant plus parler de le système nerveux sympathique qui est fait pour agir, réagir et assurer la survie immédiate, mais on a le système parasympathique qui est son antagoniste fonctionnel qui est responsable du bon fonctionnement à long terme. Donc, si on est juste uniquement dans l'action, on va s'épuiser tout naturellement. Donc, ça prend vraiment encore un équilibre. J'aime donner souvent l'exemple je prends mes bras là, pour parler un peu de l'équilibre qu'on cherche. Donc, on peut penser au balançoire où il y a un enfant à chaque bout. Là. Donc, on souhaite qu'il y ait un mouvement assez fluide entre les deux extrêmes. Donc, on a le mouvement au niveau sympathique. Donc, quand je dis antagoniste fonctionnel, c'est que si le système nerveux sympathique est très activé à son maximum, si on pouvait mettre ça sur une échelle de 0 à 10, si on dit qu'il est activé à 10 sur 10, eh bien, le parasympathique va être mis un peu en veille. Donc, les ressources de l'organisme vont être orientées vers ce qui permet à l'organisme de survivre dans l'immédiat. Ce qui veut dire que, on peut le ressentir. En fait, moi, j'aime donner l'exemple de si on est sur la route, la circulation est relativement fluide. Il y a des bonnes chances que on n'est pas endormi, hein, on n'est pas à 10 sur 10 sur le parasympathique. On n'est pas non plus en état de panique. On est peut-être entre les deux, donc vigilant, mais relativement calme. Et là, quelqu'un nous coupe sur la route et il y a une escalade tout d'un coup du système sympathique qui, lui, va produire des symptômes d'activation du système nerveux sympathique. Donc, le corps, les tensions musculaires, on devient tendu, on a un soupir, hein, l'inspiration associée au sympathique, le cœur palpite, on a chaud tout d'un coup, la vision peut devenir même embrouillée. Si on réalise que, OK, il n'y a pas eu d'accident, tout va bien, la circulation reprend, ce qu'on souhaite, c'est un apaisement, donc le système sympathique qui diminue avec le temps et le parasympathique qui reprend le relais. OK, ouf, on l'a échappé belle, on peut relâcher la musculature du corps. Bon, tout ça se fait de façon très inconsciente, mais c'est là qu'on voit le retour à l'homéostasie, donc le corps va s'assurer que le parasympathique puisse reprendre
prendre le relais, on apaise le sympathique. Ce qu'on voit, par contre, en 2024, c'est beaucoup de systèmes nerveux. Quand je dis suractivé, c'est comme si on perd cette flexibilité-là. Et un rien va venir activer le sympathique dès le lever. Le réveil matin, déjà, vient réveiller, activer le système nerveux. Même, c'est démontré par des études scientifiques que des notifications de téléphone vont créer une augmentation du taux de cortisol dans le sang. Donc, ça vient activer notre sympathique. Donc, plusieurs événements s'accumulent au fil de la journée. On sent la pression au travail. On arrive à la maison, les enfants crient. Donc, il y a une accumulation de sources de stress qui vont faire réagir notre système nerveux. Et à la longue, on perçoit comme une perte de flexibilité. Notre système nerveux en vient à avoir de la difficulté à revenir au calme et à faire sa transition. On souhaite cette transition-là plusieurs fois par jour, mais ce qu'on a tendance à voir, si je pouvais l'imager, ce serait un peu plus de mouvement très limité, ce qui va effectivement être caractéristique du stress chronique, et donc on en arrive typiquement au long cours à une forme d'épuisement ou le corps qui souffre d'un certain déséquilibre de façon prolongée. C'est très clair ce que tu viens de... En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Et est-ce que tu as, toi... Alors, j'imagine qu'on peut pas expliquer ça en 2 secondes, évidemment, mais est-ce que tu as des éclairages? Pourquoi, dans la période dans laquelle on vit, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette perte? Est-ce que c'est uniquement le fait d'être bombardé de sollicitations, de notifications, de messages, d'être toujours disponible et de pas être suffisamment hermétique, d'une certaine façon, au monde extérieur qui, finalement, on a des murs de plus en plus épais, mais on a des stimulations de plus en plus nombreuses. Il y a vraiment un truc... donc on est de plus en plus seul, mais de moins en moins seul en même temps, il y a un truc comme ça. Est-ce que ça joue, ça, dans ce que tu décris? Tout à fait, tout à fait. Et j'aime beaucoup, là, je viens tout juste de terminer le livre justement de Sonia Lupien, Stress au travail versus stress du travail, ou stress du travail versus stress au travail, qui est un excellent ouvrage très complet, riche en études scientifiques sur le stress et l'évolution du stress au travail. Et elle démontre très bien comment, naturellement qu'il y a peut-être 100 ans, 150 ans, les gens n'étaient pas à l'abri des sources de stress, mais on peut s'imaginer des gens qui travaillaient leur terre, passaient des longues journées à travailler, très physique, hein, donc l'activité physique aide à métaboliser les hormones de stress, ça produit aussi une certaine une dépense énergétique qui fait qu'on dort plus facilement le soir aussi. Mais ce qui était central, c'est qu'au bout de la journée de travail, pouvait profiter d'un sentiment d'accomplissement. Le résultat était très tangible, alors que ce l'est moins aujourd'hui avec le travail de tête que beaucoup de gens ont. Et en arrivant le soir, on rentre à la maison, on pouvait peut-être plus s'apaiser, moins de sollicitations, pas de téléphone intelligent qui sonnait à tout bout de champ, pas de réseaux sociaux à entretenir. Donc, il y avait peut-être plus une facilité, un contexte qui facilitait. Puis là, je dis ça, puis je suis certaine qu'il y avait des gens qui quand même avaient des stress importants au travers. On n'est pas à l'abri de la maladie, des stress financiers que peut-être même à cette époque étaient présents. Mais on peut penser que le contexte faisait en sorte que pour une bonne proportion de gens, le stress lié à la journée de travail, au fonctionnement au quotidien était il y avait un retour à l'équilibre un petit peu plus facile à avoir. Le contexte social, se retrouver en grande famille, décompresser, se raconter des histoires. Il n'y avait pas de télévision, les gens n'étaient pas nécessairement isolés dans leur bulle, mais peut-être plus d'échanges sociaux. Et on sait que les relations sociales de qualité sont un prédicteur de bien-être central et même de longévité. Donc, avec l'évolution, et ça on le constate avec les dernières années, maintenant les sources de stress sont à de multiples niveaux et bien au-delà. On n'a plus le retour au calme, de l'havre de paix un peu au retour à la maison. En fait, on a une multitude de sources de stimulation qui nous accompagnent. Donc, en fait, il y a tout plein de facteurs là. On pourrait en parler longuement, mais l'impact aussi du virtuel versus le travail en présentiel, qu'elle met en lumière. Il y a aussi le fait que, vu qu'il y a plus de
télétravail, on a moins de phases liminales, je crois qu'elle appelle la phase de transition que les gens pouvaient utiliser un peu pour décompresser dans la transition entre le bureau et la maison, qui pouvait servir un peu d'apaisement. Maintenant, bon, on peut ressentir du stress sur la route avec la circulation, les embouteillages, comme avec la radio, s'il y a un thème qui vient nous chercher émotionnellement et tout ça. Si on parle au téléphone au travers, idéalement, on n'envoie pas de messages texto, c'est rendu illégal ici, mais ça nous suit un peu partout aussi, là, les sources de stress. Donc, ça devient en fait aujourd'hui, en 2024, il faut en faire une intention consciente de créer les opportunités pour la transition, de forcer cette transition-là vers le système parasympathique parce que le contexte ne le favorise plus suffisamment, du moins. Ok, super. Trop de questions d'un coup. Il faut faire le tri.